Alain Bauer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle certains de vos ouvrages parus récemment, ils sont nombreux. L'encyclopédie des espionnes et des espions dans l'ombre de légendes aux éditions Grund, mais aussi l'espionnage pour les nuls. L'espionnage, une thématique sur laquelle on reviendra notamment au cours de cette interview. Mais d'abord, cette conférence de Munich 59e qui s'ouvre aujourd'hui. Des dizaines de chefs d'État sont attendus, un an quasiment jour pour jour après le début du déclenchement de la guerre en Ukraine. D'abord, une question sur les présents. Les rumeurs d'une venue de Zelensky, de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, ont couru. On sait qu'il sera notamment représenté par le ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est une certitude. Zelensky, on ne sait toujours pas s'il viendra ou pas. Visiblement, les heures passent et sa présence ne semble pas assurée. Mais est-ce que ça aurait du sens, une semaine après, on le sait, sa tournée triomphale en Europe la semaine dernière? Alors d'abord, il faut rappeler que le président Zelensky était à la même conférence l'année dernière, 3 ou 4 jours avant l'invasion russe, et que sa présence avait marqué le sommet de l'incertitude. C'est le moment où tout le monde voyait tout mais ne comprenait rien, constatait qu'il se passait des choses mais n'y croyait pas. Zelensky lui-même étant dubitatif. Il l'a d'ailleurs reconnu beaucoup plus tard, après l'invasion, dans un entretien avec un quotidien américain. Seulement quelques jours d'ailleurs, même le président Emmanuel Macron s'était rendu à Kiev aussi, oui, pour tenter... Tenter ce qui était légitime de tenter, c'est-à-dire éviter la guerre. Donc la conférence, elle est très importante. La présence du président Zelensky peut être virtuelle ou réelle. Elle a moins d'importance, eu égard à la tournée que vous venez de citer, que l'année dernière, où on pouvait dire que c'était peut-être un des derniers moyens de dialoguer avant la guerre, puisque la conférence de Munich, c'est à la fois ce qu'on voit et surtout ce qu'on ne voit pas. Et on va y revenir longuement. Voilà, elle a été inventée en 1963. C'était un clin d'œil à la conférence de 1938, qui, voulant faire la paix, a déclenché la guerre. Historiquement, en effet. Et donc, en 1963, l'organisateur initial voulait parler de la guerre pour ne pas avoir à la faire. Donc, la conférence, elle sert à ça. Et c'est surtout là où, en 2007... le président Poutine avait, pour la première fois, d'une manière extrêmement brutale, d'ailleurs, il avait annoncé au tout début de son intervention... Vous faites les transitions tout seul, en effet. Non, pas du tout. Loin. Mais 2007, en effet, voilà. Les propos du président russe... Et il dit d'abord au président de la séance, un ambassadeur allemand, ne mettez pas tout de suite le signal rouge, celui qui coupe les micros, car je vais être très désagréable. Il est ensuite extrêmement désagréable. Ça avait médusé les diplomates sur place. La chancelière Merkel a pris ça mais comme un coup de poing ou une baffe. Et surtout, il ne faut pas oublier que quelques semaines plus tard, le président Poutine est l'invité du sommet de l'OTAN à Bucarest. Et il vient répéter exactement la même chose. L'histoire est ironique. En disant, écoutez les gars, si vous allez sur la Géorgie et l'Ukraine, ce sera la guerre. Et à sa conférence de Bucarest, il est donc décidé de surseoir à l'offre qui avait été prévue de faire, avec le soutien de la France d'ailleurs, qui a dit il ne faut pas y aller, ça ne va pas bien se passer. Donc l'enchaînement des événements... Donc la conférence de Munich, c'est très important, c'est vraiment très important. C'est moins important cette année, paradoxalement, que ça ne l'était les années précédentes, mais c'est très important à cause d'un présent, le ministre chinois des Affaires étrangères, absolument, on y reviendra, qui était à Paris hier. Et qui est l'élément qui peut amener la Chine à légèrement bouger alors qu'elle est en train de rétablir un axe. Alors les Américains diraient un axe du mal parce qu'ils aiment beaucoup la métaphore. Même si Biden a dit cette nuit qu'il ne souhaitait pas une nouvelle guerre froide. Mais on y reviendra. Oui, voilà. Notamment... Mais voilà, la présence du ministre chinois des Affaires étrangères est un événement très important. Si le président Xi Jinping était venu, ça sera encore plus important, mais il n'est pas tout à fait prêt à savoir quelle politique il mènera finalement, car lui, ce n'est pas l'Ukraine, son problème, c'est Taïwan. Alain Bauer, vous reveniez justement sur cette conférence de Munich de 2007, où Poutine était présent avec des mots, on le disait, qui avaient un peu médusé l'assistance, en disant qu'en effet, il me semble évident, disait-il, que l'élargissement de l'OTAN, c'est une provocation qui sape la confiance mutuelle, discours très agressif, qui finalement posait les principes de la diplomatie russe et de ce qui se passe aujourd'hui. Paradoxalement, la diplomatie russe, elle a été posée en 1999 par le Premier ministre Boris Eltsine, un ami de l'Occident, Evgeny Primakov, lui-même né à Kiev, et qui disait on a compris, entre la chute du mur de Berlin et maintenant, 10 ans, vous nous avez menti, vous nous avez menés en bateau. Nous pensions que nous étions les méchants et que vous étiez les gentils. En fait, vous êtes aussi méchants que nous. Donc maintenant, on finit de rire. Et la guerre au Kosovo, le bombardement de la Serbie pendant 78 jours par l'OTAN,
a provoqué chez les Russes une espèce de transformation brutale en disant, en fait, on ne peut pas faire confiance aux Américains, on ne peut pas faire confiance à l'Occident. Et les jours que l'on connaît aujourd'hui sont aussi à lire. Sont nés de cela. Sont à lire. Et donc tout s'est enchaîné depuis par une défiance réciproque entre incompréhension, mauvaise traduction, ça arrive parfois, et perte des interlocuteurs originels. Or, il se trouve que le président Poutine était l'homme le plus proche de l'Occident dans l'entourage de Boris Eltsine. C'est pour ça que l'Occident l'a choisi comme son successeur, en disant on soutient ce candidat. Et puis, il s'est révélé, au fur et à mesure où il envoyait des messages pour dire attention, ça ne va pas bien, vous ne pouvez pas, vous aviez dit que vous ne récupéreriez pas tous les pays du pacte de Varsovie, en fait, vous n'arrêtez pas d'eux. L'Occident a attendu 10 ans avant de faire ce mouvement lui-même. Un changement de stratégie. Voilà. On a voulu sauver, préserver ce qui restait du RSS à tout prix pour éviter l'effondrement, mais en contrepartie, il y a eu une pulsion irrésistible à l'Est, ce qui amène aussi ces difficultés. Et beaucoup de choses se sont passées à la conférence de Munich, car avant la déclaration de Vladimir Poutine, il y a des déclarations de Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Bref, les dictateurs et les va-t-en-guerre font un peu ce que font les terroristes. Ils disent toujours ce qu'ils vont faire, et nous, on fait d'immenses efforts pour ne pas les écouter et ne pas les croire. Et on va voir comment les choses se déroulent durant ces 24 prochaines heures. La Russie, qui est le grand absent de cette conférence, ça n'avait pas de sens. Je veux dire, il n'aurait pas pu être invité aujourd'hui, sachant que, par exemple, au G20 de Bali, il y a quelques mois maintenant, Lavrov était présent, était venu sur place. La présence aujourd'hui d'un dirigeant russe, Poutine, comme vous l'avez indiqué, Bali n'est pas en Europe et n'appartient pas à un des pays qui ont déclenché des sanctions. On est donc dans une configuration, ce qui montre d'ailleurs l'affaiblissement de la puissance de l'Occident, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas 2 camps, mais au moins 3. Un camp des pro-russes, chinois, iraniens, coréens du Nord, etc. Un camp des pro-occidentaux, et puis un camp qui a basculé des pro-occidentaux vers le nouveau non-alignement, dont les pays arabes, dont l'Inde, mais qui a plus peur de la Chine que de l'Occident désormais. Et ces lignes sont-elles en train de bouger? Oui, alors elles bougent, mais dans le mauvais sens. Il y a à la fois un très grand pays, l'Inde, qui se rapproche de l'Occident, et qu'on appelle le Quad ou la quadrilatérale, qui a plus peur de la Chine qu'elle n'a peur de l'Occident. Donc on est plutôt dans un renforcement, mais il y a un affaiblissement au Moyen-Orient très net de la puissance américaine. En Afrique, les Français notamment perdent des positions historiques de l'ancien empire colonial. C'est le cas au Mali, c'est le cas au Burkina Faso. Au profit de la Russie notamment. C'est le cas en Centrafrique, au cas essentiellement de la Russie. Mais la avec Chine, la présence très elle pousse puissante de la milice Wagner, notamment, je me permets de vous interrompre, mais qui est un phénomène aussi très inquiétant et qui inquiète aujourd'hui oui, surtout Paris qu'elle a vocation à se développer dans toute la bande sahélo-sahélienne, qui est vraiment l'endroit où la France tire sa puissance historique, avec des enjeux stratégiques au Niger, des enjeux politico-stratégiques au Tchad. Donc on a toute une série de dangers, mais il y a aussi un danger, en tout cas une intervention commercialo-militaire chinoise, qui commence à vendre ou à distribuer beaucoup de produits d'armement, d'aviation, etc., qui est de plus en plus présente en Afrique, et donc où ils sont en concurrence avec la Russie. C'est des alliés concurrents, adversaires, amis. Tout ça est très relatif. Extrêmement complexe, en effet. C'est-à-dire qu'on est dans la tradition habituelle, les amis de nos amis ne sont pas toujours nos ennemis, les ennemis de nos ennemis ne sont pas toujours nos amis, et tout ça peut changer tout le temps. Juste, vous parliez de la Corée, du Nord, dans ces blocs qu'ils se forment. Je voulais avoir votre regard sur ces plans en discussion, démentis, redémentis, voilà, sur la volonté finalement de ce que pensent certains Russes, hauts responsables russes, et ce qu'en disent des responsables ukrainiens. Un responsable ukrainien notamment affirme à la BBC, selon ses infos, que le Kremlin s'est fait une raison et qu'il a compris finalement qu'il ne pourrait pas envahir intégralement l'Ukraine et que désormais il se prépare à ce qu'ils appellent l'option coréenne, une espèce de partition de l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, cette option-là vous paraît crédible, qui est balayée évidemment d'un revers de main par les responsables ukrainiens? Ce n'est pas envisageable. Que vous inspirent finalement ces plans russes, ces plans du Kremlin quant à une partition de l'Ukraine? Alors d'abord, la partition, c'est un fait acquis, puisqu'ils occupent une partie du territoire ukrainien. Un territoire qu'ils occupent depuis 8 ans, la Crimée, et qui est partie intégrante de la Russie désormais. Donc il n'y a pas une deuxième Ukraine. L'idée qu'il y ait une deuxième Ukraine ne correspond pas à la réalité. Le président Poutine a annexé l'Ukraine. Cette deuxième Ukraine s'appelle désormais la Russie. Alors la question c'est, est-ce que les forces ukrainiennes ont la capacité de récupérer ce qu'ils ont perdu dans le Donbass
et de récupérer la Crimée, c'est le sujet. Il se trouve que depuis l'avancée jusqu'aux limites de Kherson et du Dniepr, il n'y a pas aujourd'hui d'avancée stratégique majeure des forces ukrainiennes, que les forces russes n'arrivent pas à prendre Bakhmout malgré une boucherie qui doit être à peu près 10 fois pire que Verdun en temps compensé et en nombre et en pertes humaines. Donc il n'y aura pas deux Ukraines, il y aura une Ukraine et une Russie qui voudrait être plus grande que ce qu'elle n'est, et une Ukraine qui veut préserver au maximum ce qu'elle conserve encore, notamment ce territoire autour de Bakhmout, et puis qui voudrait aller menacer la Crimée en contournant les fortifications, la ligne Maginot russe qui est tout au long du Dniepr, mais qui est fragile quand on passe par la mer Noire. Mais la fuite de ces plans du Kremlin disent aussi quelque chose sur la stratégie russe et sur peut-être leur incapacité à gagner cette guerre, une guerre qui s'éternise et qui apparaît sans fin. Je ne crois pas. D'abord, je ne crois pas qu'il y ait de fuite de la stratégie russe. La stratégie russe est fluctuante et une stratégie est quelque chose qui change tous les jours. C'est l'art de la guerre, c'est que justement, il n'y a pas un truc qu'on commence à la page 1 et on finit à page 325 du manuel, comme si rien d'autre ne pouvait arriver. La stratégie, c'est je fais la guerre. C'est Clémenceau. Je fais la guerre jusqu'à la dernière minute, car la dernière minute sera la mienne. Et c'est le problème de Vladimir Poutine. Par contre, il y a un vrai élément sur le clin d'œil Corée, c'est que pendant longtemps, on s'est demandé si cette guerre, c'était l'Afghanistan ou le Vietnam. En fait, c'est la Corée. C'est la guerre de Corée. C'est une guerre où les masses humaines submergent la technologie. Vous feriez vraiment ce comparatif-là aujourd'hui ? Désormais, c'est ce qui ressemble le plus avec la mobilisation générale russe. L'envoi à la boucherie, la guerre de Corée a fait plusieurs millions de morts, pas quelques milliers. Séoul a été prise et reprise 4 fois. Des mouvements sont allés dans tous les sens et c'était avec des puissances nucléaires déjà. Donc tout ce qu'on se raconte sur oui mais non, ça n'arrivera pas, etc., a déjà eu lieu. Le problème, c'est que nous sommes amnésiques. Nous avons décidé unilatéralement que rien n'était arrivé avant, pas grand-chose arrivera après, mais que tout était dans le moment. En fait, pas du tout. Les stratégies militaires ont des origines. Vous avez de très bons ouvrages qui viennent de paraître sur la question, sur l'art de la guerre vu par les Russes, l'art opératif vu par les Russes. Et à quel point, finalement, l'histoire est... Et l'histoire est toujours là. Absolument. Voilà. Et donc, en la matière, on est vraiment dans une guerre de Corée, mais ça ne sera pas deux Corées. Ça sera la Russie d'un côté et l'Ukraine, dont j'espère qu'elle retrouvera son intégrité territoriale, mais à un moment, il y aura un cessez-le-feu, une ligne de partage, une ligne de démarcation. Et je rappelle qu'il n'y a jamais eu de traité de paix entre les deux Corées. Mais un traité de paix dont la date paraît absolument, jamais. Pour le moment, illusoire. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Bon, la conférence. C'est comme l'Alsace et la Lorraine pour nous. Et référence qu'avait évoqué d'ailleurs le président français Emmanuel Macron. Et le président Zelensky dans son discours devant le Parlement français. Absolument. Je voulais juste revenir sur cette conférence de Munich. L'Élysée a fait savoir il y a 48 heures que le président, à l'occasion d'un discours qu'il fera cet après-midi, à suivre en direct d'ailleurs sur notre antenne, évoquera les moyens d'assurer la défaite de la Russie. Est-ce que vous voyez dans ce narratif, ce verbatim-là, un changement de pied, ou est-ce uniquement un changement dans les mots ? Car on se souvient des propos du président français qui avaient choqué, qui avaient plus qu'irrité les Ukrainiens, notamment sur la volonté de ne pas humilier la Russie. Au titre d'irriter moi-même les Ukrainiens, le président, jusqu'à présent, avait une posture qui correspond à la logique du général de Gaulle, du président Mitterrand, sur l'importance et l'intérêt de trouver une porte de sortie, car dans un conflit, ce qui est le plus important, c'est de sauver des vies et des vies humaines, et notamment les vies des civils. Je n'oublie pas les vies des militaires, mais en la matière, ils sont payés pour se battre, les civils ne sont pas payés pour prendre des bombes sur la figure. Il y a un enjeu majeur sur le fait que cette guerre s'arrête. Pour qu'elle s'arrête, il faut qu'il y ait une discussion entre les deux belligérants ou que le pouvoir poutinien s'effondre. L'idée que le pouvoir poutinien s'effondre n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Il va donc falloir... Pour ça, il faut un dialogue. Pour l'instant, l'homme du dialogue est le président turc. Erdogan. Il a à la fois la clé des détroits et la problématique de la gestion de la mer Noire et de la mer d'Azov. Donc c'est très important. C'est un homme qui sait où sont ses intérêts et qui est relativement... flexible à la diplomatie. Il y a de nombreux... dans son pays en ce moment, avec ce séisme meurtrier, et des élections qu'il affaiblisse et dont il fait tout ce qu'il faut pour en faire un processus non démocratique, par élimination de ses opposants. Mais pourrait en faire un acteur peut-être moins puissant Non, je ne crois pas que ça change grand-chose à l'idée qu'il se fait lui-même. Vous savez, on l'appelait le sultan, c'est pas pour rien. Il a une logique de l'Empire ottoman. Le réveil des grands empires est un sujet intéressant. D'ailleurs, un jour, il faudrait faire un cours avec un vieux Malais Isaac des années 30, les empires.
les empires centraux, comme on les appelait, parce que tout ça est en train de sortir du congélateur dont on a ouvert la porte au moment de la chute du démembrement de l'ex-Yougoslavie et de la chute du mur de Berlin. Donc il y a aujourd'hui un enjeu de la négociation et du dialogue. Le changement du ton du président de la République est un événement. C'est un événement. Ça vous le diriez, met comme dans Volodymyr Zelensky, qu'Emmanuel Macron a changé finalement. Il a changé la posture, le terme. Tout est dans les mots en diplomatie, parce que la diplomatie, c'est pour ne pas faire la guerre ou pour arrêter de faire la guerre. Là, on est entré dans une logique où le président de la République semble avoir perdu l'idée qu'il pourrait arriver à un dialogue constructif avec la Russie et de trouver un moyen de faire la paix. Or là, il est dans une logique où il ne doit pas y avoir perdant, il ne doit pas y avoir de gagnant. Désormais, la Russie doit perdre, et ça, c'est une nouveauté, et c'est un événement. La Russie doit perdre, et dans le soutien constant militaire à l'Ukraine, avec la livraison d'armements, demande répétée, réitérée des Ukrainiens. Volodymyr Zelensky le dit d'ailleurs, il a ouvert la livraison aux chars légers, ça fait toute la différence. Qu'en est-il des chars lourds pour la France? Est-ce que cette limite pourrait être franchie, même si je vous ai lu, je vous ai écouté beaucoup, vous dites que finalement, ça ne changerait aussi peut-être pas grand-chose. Si on pouvait en livrer 400, ça serait formidable. Mais nous en avons 250, dont on n'est pas sûr qu'ils fonctionnent tous. Plus ou moins cannibalisés, non renouvelés, non remis à jour, avec une politique comptable dramatique et criminelle, je le dis, parce que nos amis de Bercy, ils sont gentils, mais la comptabilité, c'est très important pour justifier le denier public. Ça ne fait pas une politique. Voilà. Et en matière de moyens, on a voulu, comme pour la santé publique, parfois la police, mais essentiellement les armées, on a voulu considérer qu'on n'en avait plus besoin. Donc on les a étouffés. Le manque de financement des armées à niveau constant, depuis 20 ans, c'est plus de 250 milliards d'euros. 250 milliards d'euros. Cet argent n'existe pas. Nous n'avons plus de munitions. 2 rapports du Sénat et de l'Assemblée viennent de sortir. Nous n'avons pas les moyens de faire une guerre de haute intensité. Le rapport est sorti il y a quelques semaines. Le général Burkhardt, oui, mais il faut rouvrir des usines qui sont fermées, des obus que nous n'avons plus, des amorces de munitions que nous n'avons pas, des armes, des chars que nous ne pouvons pas livrer faute de moyens. Alors on pourrait livrer éventuellement des Rafales, mais c'est un outil extrêmement complexe qui mettrait des mois à être maîtrisé, alors que toute l'aviation russe disponible en Pologne, d'origine russe, en Pologne et dans les autres pays de l'ancien pacte de Varsovie peuvent être livrés aux Ukrainiens avec une capacité d'adaptation de quelques jours, ou quelques heures même, puisqu'ils connaissent ces matériels. Pour les autres, il y a plusieurs milliers de chars Léopard, et donc c'est la réponse logique. Et le président Macron a eu l'intelligence, faute de moyens, de déclencher la livraison des Léopards, et de déclencher l'Allemagne, qui à la fois et les Américains avec les Abrams, qui à la fois a livré les siens et a autorisé les autres à livrer les leurs. Donc et vous ça, ne diriez pas, c'est un processus qui est plutôt utile. Vous ne diriez pas, comme disent certains experts, et on va arriver sur l'espionnage, mais qu'il est illusoire de penser que la livraison finalement annoncée puisse changer la donne du jour au lendemain. Il est possible qu'en masse, ça puisse aider concrètement les Ukrainiens. Les Russes sont en train de mener une offensive depuis plusieurs semaines, tout le long de la ligne de front, sur plusieurs centaines de kilomètres, pour trouver un endroit pour la faire s'effondrer. Et les services de renseignement, d'ailleurs, au jour le jour, suivent ces avancées-là. Et donc, évidemment, s'il y a un moyen, par des chars lourds et des moyens lourds, d'empêcher une percée russe, non seulement à Bakhmout, mais ils essayent tout, partout, tout le temps, avec des pertes qui sont de 10 contre 1, pas de 2 ou 3 contre 1, comme depuis le début de cette guerre. C'est vraiment une boucherie invraisemblable qui vise à fixer les unités ukrainiennes, à leur dire mais on pourrait attaquer du Bélarus, on pourrait organiser un coup d'État en Moldavie, on pourrait relancer une attaque par le nord, toute la frontière russo-ukrainienne est immense. Bref, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils essayent partout de trouver le point de bascule et le point de percée. C'est la logique de la percée. C'est une chose qu'ils ont effectuée en Finlande avec la ligne Mannerheim. Absolument. Parce qu'ils rappellent, les Russes, il faut toujours lire ce qu'ils proposent à leurs académies militaires. Là, ils leur proposent la Grande Guerre du Nord contre la Suède, et là, vous pouvez avoir la guerre contre la Finlande. Claire de ce que proposent aujourd'hui. Oui, parce qu'ils ne le cachent même pas. Alain Bauer, le temps file trop vite et c'est absolument passionnant. Je voulais juste vous entendre votre avis d'expert sur ces ballons chinois repérés dans le ciel américain. Joe Biden s'est exprimé dans la nuit, minimisant, en tout cas, changement de pied. Je disais, il ne voulait pas de guerre froide. Qu'est-ce que veulent dire aujourd'hui la présence de ces ballons et on a vu d'ailleurs des objets volés dans le ciel. Des objets divers, de toute nature, de toute taille et de toute forme. La guerre sera dans le ciel, c'est ça aussi qu'il faut... Alors d'abord, on a inventé la montgolfière et elle servait à diriger les armées.
Ça fait 3 siècles. L'histoire, toujours l'histoire. Le Zeppelin ne date pas de la semaine dernière. Les ballons, il y en a depuis 1978. Ils servaient à l'armée chinoise pour surveiller l'Inde. Oui, on a l'air de le découvrir. Oui, mais... il y a eu un ballon exactement le même au-dessus du Japon il y a quelques années. Et les Américains en ont classifié 300 en ne sachant pas ce que c'était, en les appelant OVNI. Car en fait, il y avait tellement d'alertes dans le ciel qu'ils ont réduit à ce qui était lourd, gros et rapide, considérant qu'une attaque ne pouvait être le fait que d'un missile hypersonique ou d'un avion de combat. Ils avaient oublié les ballons. Je rappelle que les Japonais envoyaient des milliers de ballons sur les États-Unis pour provoquer des incendies un peu partout. Donc c'est un sujet... Ça n'a rien de neuf, finalement. Non, l'histoire se absolument pas. répète. Ce qui est nouveau, c'est que c'est comme dans les aéroports. Si vous réduisez l'intensité des outils de contrôle à l'accès aux avions, ça sonne tout le temps. Pour éviter que ça sonne tout le temps et qu'on fouille tout le monde, on a réduit ça pour dire qu'il faudrait quand même que l'objet soit suffisamment gros. C'est exactement la même chose. Depuis que les Américains ont amélioré la sensibilité de leur radar, ils découvrent des tas de choses. Il y a eu un ballon chinois, ils l'ont découvert parce qu'il y avait une fuite et qu'il était en dessous de la ligne de 20 km. Et ils l'ont abattu, alors même qu'ils le suivaient depuis l'avant-entrée sur le territoire américain et qu'ils voulaient voir ce que l'avion faisait. Donc il y a aussi des messages politiques. Alain Bauer, exactement. Pardonnez-nous, le temps nous empêche. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.